Euh, Bonsoir et bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'être venu à ce webinaire ce soir avec nous. Félicitations. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin, cet après-midi, ce soir, selon où vous êtes actuellement. En attendant que tout le monde finisse de se connecter, on aimerait savoir de où vous nous rejoignez ce soir. Donc, si vous voulez bien écrire dans le clavardage, donc dans le chat, où vous êtes, donc d'où vous nous rejoignez pour cette présentation. Vous pouvez juste écrire dans le clavardage. C'est toujours le fun de savoir où tout le monde se trouve. Ah, beaucoup de Montréal, c'est bon. Ah, de Paris, Miami, Seattle. Ah, c'est bon. Lyon, États-Unis. Martinique, Ouais. Doug, Rouyn-Noranda. Il y avait une question en haut, avant toute nouvelle réponse, qui demandait si le webinaire était enregistré. Oui, le webinaire est enregistré et puis il va être mis sur notre site web dans une semaine environ. C'est ça, exactement, merci. Donc, on va commencer sans tarder plus. Donc, je me présente, je m'appelle Annie Campbell. Je suis la directrice associée à Expérience des nouveaux étudiants. Et là, je suis là avec Caroline. Donc, Caroline, si tu veux bien te présenter. Je suis conseillère à la vie étudiante et je travaille avec Annie. Donc, on est là aujourd'hui pour vous présenter un petit aperçu de la structure de McGill et vous guider tout au long du processus d'inscription au cours. Donc, nous voulons vous aider à prendre un bon départ et vous donner l'assurance que vous comprenez ce que vous lisez quand vous regardez les instructions pour choisir vos cours puis pour vous inscrire. Donc, nous voulons vous aider afin que vous puissiez vous inscrire en toute confiance. Donc, ne craignez pas de faire des erreurs. Sachez déjà que vous avez jusqu'au 9 septembre, donc jusqu'à la fin de la période add drop ou ajout suppression, pour finaliser votre emploi du temps. Donc, on va vous expliquer comment bâtir votre emploi du temps, mais vous avez plein de temps encore pour faire des modifications. Sachez aussi que tout ce que nous allons dire dans cette présentation est général, car nous nous adressons à des étudiants et étudiantes de toutes les facultés et toutes les écoles de McGill. Donc, chaque faculté, chaque école a des réalités légèrement différentes, donc en termes de directives d'inscription au cours, de protocoles, d'exigences de cours, etc. Donc, c'est très important d'assister aussi à la deuxième partie de ce programme, ce qui est spécifique à votre faculté. Donc, nous allons, Caroline, si tu veux bien mettre dans le chat le lien d'inscription vers la séance pour les facultés. On va mettre ça, je pense, plus tard aussi, ça va venir dans les liens qu'on va vous donner. Mais juste à savoir qu'aujourd'hui, il s'agit d'une première partie et la deuxième partie, ce sera avec votre faculté. On va vous partager le lien sous peu. Alors, donc on continue. Avant de commencer aussi, juste de vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le clavardage. Si les questions sont en lien avec ce qu'on est en train d'expliquer, on peut les prendre un petit peu au fur et à mesure, soit à l'oral, soit on peut vous répondre dans le clavardage. Mais on va aussi réserver un petit peu de temps à la fin pour répondre aux questions qui restent. Donc, comment on fait un enregistrement de cette présentation pour que vous puissiez justement le regarder plus tard? En fait, on a coupé vos micros. C'est pour ça que vous avez les micros coupés pour assurer une bonne qualité de son. Mais c'est pour ça aussi que vous pouvez poser vos questions dans le clavardage. Et on va aussi partager les diapositives avec vous. Donc, tous les liens, les hyperliens que vous voyez sur votre écran, vous allez les avoir sur la présentation. Oups, pardon. Euh, Nous aimerions aussi commencer par une reconnaissance territoriale. Donc, la raison pour laquelle nous faisons des reconnaissances territoriales est de renforcer et de cultiver des relations avec les communautés autochtones locales. Nous voulons éduquer la communauté mégilloise sur les histoires, les cultures et les identités autochtones. Nous voulons créer un espace accueillant pour les étudiants et étudiantes, le personnel et les professeurs autochtones. Tout le Canada est une terre autochtone. Donc, nous devons toujours nous souvenir de l'injustice historique qui rend possible notre rassemblement à l'Université McGill et ailleurs au Canada. C'est l'un des premiers pas vers la réconciliation. Donc, nous vous invitons à visiter le site web des initiatives autochtones de McGill et aussi le site nativeland.ca pour avoir plus d'informations.
Donc, l'Université McGill est située sur un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment les Haudenosaunee et les Anishinaabe. Nous saluons et remercions les divers peuples qui ont enrichi de leur présence ce territoire, accueillant aujourd'hui des gens de partout dans le monde. Bien que cette reconnaissance territoriale reconnaisse notre espace partagé à l'Université McGill, nous reconnaissons que les membres de notre communauté viennent de partout dans le monde. Il est précieux et important pour chacun de nous de prendre un moment pour en apprendre davantage sur la terre sur laquelle nous résidons. Donc, justement, sur le site nativeland.ca, vous pouvez trouver plus d'informations là-dessus. Maintenant, un petit peu d'informations sur nous. Donc, nous, Caroline et moi, on est là de l'équipe Vie de campus et engagement étudiant. Donc, de quoi s'agit Vie de campus et engagement étudiant? En fait, on est vraiment une équipe qui est là pour vous aider à prendre un bon départ à McGill. On est là pour vous aider dans vos préparations tout au cours de l'été, avec les webinaires comme aujourd'hui, avec les courriels. Tous les lundis, vous allez voir dans votre boîte courriel des messages de notre part qui vous aident un petit peu à vous préparer au cours de l'été. Et aussi, on a une équipe vraiment super où on peut vraiment répondre à vos questions. Donc, soit dans ces webinaires, soit sur nos groupes de médias sociaux, soit vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec nous individuellement. Et on est là pour vous guider dans votre parcours à McGill en préparation à votre première année, pendant la première année et au-delà. Aussi, on a des programmes de soutien par les pairs, comme notamment le programme de mentorat pour les nouveaux étudiants et les nouveaux étudiants et étudiantes. Donc, le programme Bienvenue à McGill. Donc, vous pouvez appliquer à ce programme-là et être matché, je trouve pas mon mot, jumelé avec un étudiant ou une étudiante qui a un programme similaire au vôtre, mais qui a une année peut-être deuxième, troisième, quatrième année, pour que vous puissiez vraiment avoir un contact d'un étudiant qui peut répondre à vos questions d'un point de vue étudiant. Donc, c'est vraiment un super programme. C'est déjà ouvert pour vous inscrire, donc vous pouvez déjà sur notre site, vous pouvez voir comment vous pouvez rejoindre ce programme-là. Et aussi, on est là pour vous aider à développer vos compétences et vos connexions à McGill et au-delà. Donc, en participant à nos événements, nos activités et plus. Donc, on est très content de vous parler des activités d'accueil qui vont avoir lieu au mois d'août. Ce sera notre équipe qui s'occupe de la planification et de ces événements. Donc, on est très content de vous accueillir au mois d'août avec ça. Et de continuer à vous aider dans vos préparations et quand vous arrivez sur le campus. Donc, je vais vous parler un petit peu plus de ce programme de intro à l'inscription au cours. Donc, comme je disais, là, on est dans la partie 1, donc utilisation de Minerva et création d'honoraires, dont les concepts qui s'appliquent à tout le monde, peu importe la faculté ou l'école. Mais votre faculté ou votre école va avoir une séance qui a lieu entre le 26 mai et le 17 juin. Il y a beaucoup de dates différentes selon votre faculté et votre situation. Donc, ne ratez pas cette séance-là. C'est très, très important pour vous. Ça va répondre à beaucoup de vos questions sur le choix de cours. Mais aujourd'hui, ensemble, on va voir, excusez-moi, on va voir, mais là, voilà, on va voir ces sujets-là. Donc, on va apprendre comment savoir votre statut d'étudiant et donc votre date d'inscription. On va apprendre les bases de Minerva, comment utiliser le catalogue des cours, comprendre votre programme, un peu le vocabulaire des programmes et des cours à McGill, créer votre horaire et vraiment vous inscrire au cours avec Minerva. Donc, on va voir tous ces concepts aujourd'hui. Donc, on commence par le statut d'étudiant et étudiante et la date d'inscription. Donc, la première question, la plupart d'entre vous, vous êtes sûrement soit en U0 ou U1. Donc, si vous rentrez, c'est votre première année d'université, vous allez être dans une de ces deux situations. Donc, les statuts U0 et U1 sont déterminés en fonction du nombre de crédits d'équivalence qui vous sont accordés lorsque vous commencez à McGill. Donc, le statut d'étudiant ou étudiante est utilisé pour déterminer votre année à des fins d'inscription sur Minerva. Il ne correspond pas à 100% au temps qu'il va vous falloir pour obtenir votre diplôme, mais ça vous donne déjà une bonne idée.
Beaucoup de gens pensent que si vous commencez en U1, cela signifie simplement que vous avez votre diplôme en 3 ans, ce qui peut être le cas pour beaucoup de gens, mais c'est plus dépendant de votre situation personnelle. Et si vous commencez en U0, peut-être ce sera simplement 4 ans, mais encore une fois, ça peut varier. Donc, on va vous expliquer. D'abord, si vous n'avez pas du tout de crédit accordé en équivalence, donc c'est-à-dire vous avez peut-être étudié au lycée, vous n'avez pas fait de cégep, vous allez être directement en U0 et vous devrez compléter un diplôme de 120 crédits, y compris un programme préparatoire de 30 crédits au cours de votre première année. Donc, votre programme d'études est conçu pour être complété en 4 ans dans ce cas. Si vous avez des crédits accordés en équivalence, mais vous avez moins de 24 crédits, dans ce cas-là, vous êtes également en année préparatoire U0. Donc, vous devrez compléter un diplôme de 120 crédits, y compris un programme de première année, donc un programme préparatoire de 30 crédits au cours de votre première année. Et votre programme d'études est conçu pour être complété en 4 ans. Cependant, si vous avez donc quelques crédits accordés en équivalence, ça peut vous dispenser de certains de vos cours préparatoires. Cela peut aussi vous permettre de suivre une charge de cours plus légère, de suivre plus de cours au choix, de commencer certains de vos cours de deuxième année plus tôt ou bien éventuellement d'obtenir votre diplôme un petit peu plus tôt, selon votre situation personnelle. Maintenant, si vous avez complété 24 crédits ou plus accordés en équivalence, ce sera le cas, j'ai vu dans le clavardage, il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui sont là de la province de Québec aujourd'hui. Donc, pour vous, si vous avez fait le cégep, vous allez commencer en U1. Donc, c'est plutôt simple à savoir. Donc, si vous avez complété le cégep, vous allez être en U1. Et j'ai aussi vu, on a plusieurs personnes qui sont là de la France. Si vous avez fait un bac français aussi, vous allez commencer en U1. Donc, à savoir, dans ce cas-là, vous êtes en première année U1 aux fins d'inscription et vous devrez obtenir un diplôme de 90 crédits qui est conçu pour être complété en 3 ans. Cependant, donc encore une petite exception, être un étudiant en U1 ne signifie pas que vous êtes automatiquement exempté de tous les cours du programme préparatoire. Donc, des exemptions sont accordées en fonction des cours spécifiques que vous avez suivis. Selon votre programme à McGill, vous devez peut-être suivre des cours préalables supplémentaires qui font partie de programmes préparatoires U0. Et par conséquent, de nombreux étudiants U1 devront compléter plus que 90 crédits, devront compléter plus que 90 crédits et auront donc besoin de peut-être un peu plus de 3 ans pour terminer leurs études. Donc, encore une fois, c'est très personnel. C'est vraiment dépendant de votre situation personnelle et les crédits que vous recevez. Si vous n'êtes pas sûr du nombre de crédits d'équivalence que vous recevrez, vous pouvez trouver ces informations sur le site web d'équivalence transfert de crédits qui est lié sur nos diapositives. Donc, quelque chose aussi à garder à l'esprit dans ces exemples, j'ai expliqué comment il existe un diplôme de 90 crédits et un diplôme de préparatoire de 30 crédits, ce qui représente un total de 120 crédits. Cependant, certaines facultés et programmes ont un nombre légèrement différent en termes de crédits requis. Par exemple, la faculté de génie ou de musique. Donc, ça peut varier un petit peu selon les programmes. Donc, ceci est vraiment un exemple simplifié pour les besoins de cette présentation. Donc, assurez-vous vraiment de consulter le guide de votre programme et votre faculté pour avoir les informations vraiment spécifiques à votre cas. Annie. Juste une petite pause, il y a beaucoup de questions par rapport au crédit. Est-ce qu'un cours au bac donne un ratio 1 pour 1? Il y a plusieurs questions sur des circonstances différentes. Alors, je pense peut-être préciser qui fait l'évaluation et quand ils auront une décision là-dessus, peut-être juste pour rassurer les gens. Oui, tout à fait. En fait, justement, j'arrive sur une diapositive où on a quelques réponses comme ça. Donc, je vais déjà mettre dans le clavardage. Vous avez vraiment un beau site si vous n'avez pas encore regardé. Alors, le site, est-ce que c'est... Voilà. Je le fais, Annie. Je le fais. OK, c'est bon. Sur les crédits accordés en équivalence. Donc, comme ça, vous pouvez vraiment
choisir votre situation. Donc, est-ce que vous avez complété un diplôme IB? Est-ce que vous avez le bac français? Est-ce que vous êtes d'un cégep? Et vous pouvez voir selon votre situation, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à avoir comme crédit. Donc, ça vous donne pas mal de détails. Et puis, justement, pour savoir si vous êtes admissible à des crédits accordés en équivalence, vous allez là. Comment avoir ces crédits? Comment est-ce que McGill va recevoir ces crédits? C'est le deuxième lien sur la diapositive qui a plus d'informations là-dessus. C'est en recevant vos résultats que McGill va pouvoir appliquer ces crédits à votre compte. Et souvent, les gens demandent quand est-ce que les crédits vont être appliqués? Généralement, si vous êtes des étudiants de cégep ou qui ont le bac français, ça peut être un peu plus tôt, mais si on reçoit les crédits AP, des choses comme ça peut aller un peu plus tard parce qu'il faut qu'on reçoive les résultats des examens. Donc, c'est au cours de l'été. La mise à jour s'effectue vraiment de manière progressive tout au long de l'été, au fur et à mesure que McGill reçoivent les résultats et puis met à jour votre statut. Mais en regardant le site de crédit accordé en équivalence, vous avez vraiment une bonne idée, selon votre situation, à quoi vous attendre. Donc, déjà, ça va vous aider à savoir. OK. Il y a d'autres questions spécifiques, Caroline, qu'on devait prendre avant de procéder? Je crois que les informations, ça sont assez claires sur le site, puis il y a beaucoup de cas par cas. Mais je dirais en général, une question pour le cégep. En général, on est en U1 quand on rentre du cégep. Oui. Pour les équivalences, et puis si nos prérequis vont être comptés, mais c'est à la faculté de déterminer. Ils vont vous dire une fois qu'ils auront évalué votre dossier avec vos notes. Ça tourne autour de ça, les questions. OK, Si vous c'est en parfait. Donc, oui. c'est parfait. Donc, vraiment, en regardant ces deux sites, vous allez avoir vraiment une belle idée selon votre situation à quoi vous attendre. Et puis, on a demandé à quelques reprises si le bac français comptait. Et puis, oui, le bac français, ça nous met en U1. Oui, exactement. Alors. Et puis, une dernière, où verra-t-on quels crédits ont été accordés? Alors, ça va être dans Minerva. Alors, la suite va être importante pour vous. C'est ça, exactement. On va voir ça en plus de détails. Alors, donc là, on a un peu plus d'informations justement sur les années ici. OK. Donc, si vous êtes en U0, donc si vous n'avez vous avez moins de 24 crédits accordés en équivalence, vous devez donc vous inscrire au cours préparatoire. Votre faculté dispose de lignes directrices que vous pouvez suivre pour vous inscrire à ces cours. Et si vous êtes en première année, donc U1 ou plus, donc peut-être parmi vous, il y a des étudiants transférés d'autres universités ou des étudiants en échange qui peuvent être U2 ou même U3. Donc, si vous êtes U1 ou plus, vous devez déclarer votre programme si vous êtes un étudiant en diplôme ici à McGill. Donc, on va expliquer un petit peu la différence justement entre ces programmes. Donc, quand vous allez déclarer votre programme, qu'est-ce que vous allez déclarer? Donc, une majeure est votre principal domaine d'études. Donc, votre programme universitaire standard, c'est ce dans quoi vous obtenez votre diplôme. C'est ça la majeure. Un programme spécialisé, on appelle ça un cheminement honors. C'est comme une majeure, mais ça implique un degré en plus de spécialisation dans le domaine. Donc, vous allez prendre plus de crédits et donc plus de cours dans ce domaine d'études. Et les programmes de spécialisation ont des exigences supplémentaires, telles que les exigences en GPA ou en moyenne. Et vous devez postuler au programme de spécialisation. Donc, vous déclarez simplement une majeure, mais vous devez faire vraiment une application pour un cheminement honors ou un programme de spécialisation. Donc, chaque faculté et programme est encore une fois légèrement différent en termes de comment et quand postuler à un programme spécialisé honors. Alors, parlez-en à votre faculté ou votre programme si cela vous intéresse. Une mineure, après, c'est un domaine de concentration secondaire, donc une brève spécialisation dans un domaine d'études. Cela vaut le plus petit nombre de crédits, généralement autour de 18 à 24 crédits. En tant qu'étudiant U1,
vous pourrez généralement déclarer votre majeur même maintenant, si vous voulez, bien que chaque faculté soit différente. Donc, pour certaines facultés, vous avez déjà appliqué à une majeure spécifique pour rentrer à McGill de toute façon. Pour d'autres, comme dans la faculté des arts, non. Mais si vous êtes en U1, vous êtes capable de le faire, mais il n'y a pas de pression pour le faire là. Donc, vous avez le temps. Souvent, par exemple, dans la faculté des arts, ça va se faire au cours de la première année, mais c'est ouvert dans Minerva dès que vous avez le statut U1. Donc, encore une fois, si vous êtes un étudiant ou étudiante transféré de notre université ou si vous êtes un étudiant en échange, peut-être vous allez rentrer en U2 ou U3. Donc, la définition par nombre de crédits U3, ce serait à partir de 47 crédits accordés en équivalence. Et à U3, ce sera à partir de 83 crédits accordés en équivalence. Alors, maintenant que vous avez, j'espère, une idée un peu plus claire sur votre statut d'étudiant ou étudiante, ça va vous aider à comprendre à quel moment l'inscription ouvre pour vous. Donc, la date le plus tôt, c'est le 6 juin pour les étudiants en échange. Alors, pour les boursiers provenant des cégeps du Québec, le 9 juin. C'est le 11 juin pour tous les étudiants et étudiantes des cégeps du Québec. Donc, tout le U1, les étudiants des cégeps, le 11 juin. Des étudiants boursiers hors Québec, le 13 juin. Tous les étudiants admis à l'année U1, le 16 juin. Après, tous les étudiants en arts et sciences, éducation, gestion et musique, le 17 juin. Et tous les étudiants en sciences de l'agriculture, génie, sciences infirmières, psychothérapie et ergothérapie, le 18 juin. Donc, vous avez aussi le lien vers ces dates-là sur le site de McGill, mais ça, c'est vraiment les moments où l'inscription ouvre. Donc, à savoir, sur votre date d'inscription, normalement, Minerva ouvre à 9 h du matin, à l'heure du Montréal, et sera ouvert à partir de ce moment-là tout le temps. Donc, si vous n'êtes pas disponible pour une raison quelconque exactement à 9 h le jour où ça ouvre pour vous, vous pouvez toujours vous inscrire après. Vous avez jusqu'au 9 septembre pour vous inscrire pour tous vos cours et jusqu'au 14 août pour vous inscrire à au moins un cours pour éviter des frais de retard. Donc, ne vous inquiétez pas si le moment où votre inscription s'ouvre, vous avez un peu de difficulté à vous connecter parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de se connecter en même temps. Donc, c'est très probable que vous avez besoin de rafraîchir votre page plusieurs fois. Mais ne vous inquiétez pas, juste continuez à essayer et puis vous allez réussir. Et après ça, encore une fois, donc le 14 août, c'est vraiment le délai pour vous inscrire au moins un cours. Maintenant, on va vous parler. Oui. Rapidement. J'ai mis dans le chat les dates qu'on a données pour les inscriptions en cours, mais il y a des questions qui sont un petit peu plus précises où les étudiants peuvent aller voir pour voir leur date précise. Très bonne question. Alors, vous pouvez le voir dans Minerva. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir dans cette partie de la présentation sur Minerva. Mais à savoir, ça va être dans Minerva selon votre statut d'étudiant actuellement. Donc, si McGill n'a pas reçu tous vos résultats de vos examens AP ou votre diplôme IB, par exemple, ça se peut que vous voyez dans Minerva comme un U0. Donc, c'est vraiment à vous de comprendre selon les sites où on vous a donné cas par cas quelle sera votre année. Donc, si vous êtes en cégep, vous êtes en U1. Le bac français, vous allez être en U1. Si vous faites un diplôme IB, pas juste les cours IB, mais vraiment le diplôme IB, vous allez aussi être en U1. Donc, mais vous pouvez voir ça en détail. Donc, si jamais, admettons, vous faites des cours AP, vous êtes aux États-Unis, vous faites des cours AP et vous pensez que vous allez avoir une trentaine de crédits. Donc, vous êtes assez confiant que vous allez avoir un statut U1, mais dans Minerva, vous allez être affiché comme U0 tant que McGill n'a pas reçu les résultats de vos examens finaux AP. Donc, juste à savoir. Mais vous pouvez voir selon votre statut actuel, vous pouvez voir votre statut et votre date d'inscription dans Minerva.
Alors, juste vraiment, il faudrait aller. Il y a beaucoup de questions sur des situations particulières. Il faut vraiment aller Mhm. consulter Minerva pour comprendre où vous êtes. Ça, c'est des généralisations qu'on est capable de faire. Et comme on a Mhm. des gens de tous les programmes avec nous, on a plusieurs questions, mais on ne pourra C'est pas y vrai. répondre. C'est vrai. Mais j'ai vu juste, oui, vous allez avoir accès à cette présentation, l'enregistrement et les diapositives après cette séance. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, vous pouvez re-regarder par la suite. Donc là, on arrive, oui, le diplôme IB, je viens de voir ça popper. Oui, si vous avez complété le diplôme IB, vous pouvez voir les exigences comme sur votre programme, mais généralement, oui, le diplôme IB, ça vous met en U1. Vous pouvez vraiment trouver votre diplôme puis votre programme et ça va tout vous expliquer sur le site de crédit accordé en équivalence. Mais là, on arrive donc sur la partie Minerva. Attendez, OK, pardon. OK. Donc, tous les étudiants et étudiantes de McGill s'inscrivent au cours via notre système en ligne Minerva. Donc, ça se peut que vous avez déjà utilisé Minerva pour autre chose, peut-être pour votre application d'hébergement, mais c'est vraiment par là que vous allez vous inscrire. Si vous n'êtes pas encore connecté à Minerva, on vous encourage à le faire avant votre date d'inscription pour que vous soyez certain de pouvoir vous connecter sans stress le jour même. Donc, si vous avez déjà créé votre compte McGill, vous avez déjà votre adresse courriel McGill activée, vous pouvez donc vous connecter à Minerva euh, sur la partie, vous voyez sur l'écran étudiants et étudiantes, diplômés, enseignants, enseignantes et personnel. Comme ça, vous allez vous connecter avec votre nom d'utilisateur McGill et votre mot de passe McGill. C'est le même pour Office 365, Minerva, toutes les plateformes. Là, une fois que vous avez configuré votre compte McGill, vous allez utiliser les mêmes identifiants partout. Vous n'avez pas encore activé votre courriel McGill, pas de stress. Vous pouvez quand même vous connecter à Minerva sur la partie candidat, candidate et invité. Mais sachez que c'est important quand même d'activer vos comptes parce que vous allez avoir bientôt besoin de toute façon. Mais vous pouvez vous connecter des deux façons. Et si vous avez quoi que ce soit comme problème de connexion, vous pouvez appeler la ligne d'assistance Minerva. Donc, c'est le numéro de nos collègues au point de service. Ils vont pouvoir vous aider. Donc, une fois que vous avez rentré vos identifiants, vous allez arriver sur le menu des étudiants. Donc, ici, le Student Menu. Donc, là, c'est en français encore, mais vous allez voir que Minerva va le switcher en anglais à fur et à mesure que vous rentrez en profondeur dans les sujets. Donc là, voilà, on est dans l'anglais. Donc, à partir du menu d'étudiant, là, vous allez choisir le menu d'inscription. Vous allez voir sur cet écran, c'est écrit en anglais seulement. Et là, on arrive sur le Registration Menu. À partir de là, Minerva sera tout en anglais. Donc, vous allez aller dans le Registration Menu et cliquer sur Step 1, Check your registration eligibility and verify your curriculum. Donc, vous voyez le rectangle jaune. Une fois que vous êtes là, c'est là où vous allez voir votre date d'inscription et même l'heure d'inscription et votre statut d'étudiant, donc soit U0, U1, selon les résultats que McGill a actuellement. Si vous êtes un étudiant cégep, bac français, etc., normalement, ça sera déjà affiché U1. Mais si on attend les résultats des examens, ça se peut que ce soit écrit autre chose encore. Vous allez aussi voir sur cet écran si vous avez des holds, donc si vous avez des blocages à l'inscription. Très important d'aller dans Minerva, juste de vous assurer que vous pouvez vous connecter et que vous pouvez voir si vous avez des blocages. Très important de savoir à l'avance, comme ça vous pouvez régler ça avant le moment d'inscription. Alors, parfait. Désolée. Oui, oui. Donc, OK. Donc, vous allez oui. Voilà. OK. OK. On est arrivé. Vérifiez votre date. OK. Attendez. Pardon, je me suis perdue dans Minerva. C'est bon. Donc, maintenant, pour déclarer votre majeur, votre mineur, on a dit que vous pouvez faire ça en U1 dans Minerva. Donc là, vous allez aller dans le menu dossier des étudiants et vous allez avoir une option qui s'appelle changer votre programme principal.
Et là, à partir de là aussi, c'est en anglais seulement. Donc, vous allez cliquer sur changer votre programme. Et c'est là où vous allez pouvoir voir aussi plein de choses intéressantes. Donc, vous pouvez trouver votre unofficial transcript. Si vous avez un conseiller qui vous est assigné, qui est dédié à vous, là, vous allez voir le nom de cette personne sur votre unofficial transcript. Dans certaines facultés, il n'y a pas de conseiller qui est assigné. Ça fonctionne différemment dans toutes les facultés. Mais si vous avez un conseiller ou une conseillère, vous allez voir leur nom là. Sinon, le site de votre faculté va vous montrer comment accéder à un conseiller. Donc, pas de stress. Tous les étudiants ont accès à des conseillers académiques. Mais si vous avez un qui vous est accordé, vous allez voir là. Vous allez pouvoir voir aussi dans votre unofficial transcript votre formation antérieure. Donc, si vous avez fait, cet étudiant, par exemple, a fait un diplôme IB au Canada. Donc, on peut le voir ici. Et le statut aussi, vous allez le voir. Et tous les crédits accordés en équivalence. Donc, au fur et à mesure qu'on reçoit vos crédits, vous pouvez voir exactement ce qui vous a été accordé ici. OK. On continue. Et là, en fait, on a un petit vidéo parce que là, on vous montre écran par écran, mais là, vous allez pouvoir voir vraiment un étudiant qui rentre dans Minerva et qui fait tout ça en temps réel. Donc, j'espère que ça va vous le rendre un peu plus réel pour vous. Donc là, vous voyez, la personne a cliqué donc sur inscription, enfin, connexion étudiant. Et là, on est dans le menu principal. On clique sur Registration Menu, Check your registration eligibility. Puis là, il faut choisir la session, donc automne. Et ici, excusez-moi pour tout ce qui pop au fond. Voilà, donc vous pouvez voir, cette étudiante avait sa date d'inscription le 28 mai. C'est un étudiant en U3, donc ne vous inquiétez pas, c'est pour ça. Elle n'a pas de blocage, donc vous voyez ça ici. Et vous voyez tout son parcours aussi, donc juste comme on vous avait montré. Voilà la date d'inscription. Pas de blocage. Et ici, c'est le statut d'étudiant. Donc là, on revient dans le menu d'inscription, le Student Records menu, Change your primary curriculum. Donc, c'est ici qu'on va déclarer la majeure ou la mineure. Donc là, on met le programme. Donc ici, c'est Bachelor of Arts, donc un baccalauréat en arts. Continue. Puis là, dans cette catégorie de baccalauréat en arts, on peut choisir la majeure. Donc, vous pouvez voir les menus déroulants. Et là, la personne sélectionne psychologie avec une mineure East Asian Cultural Studies. Continuer. Et c'est comme ça qu'on peut déclarer. Donc, vous pouvez voir. On peut aussi voir le unofficial transcript de cette personne. On cache le nom, mais là, on voit son conseil académique est là, puis tous les crédits également. Alors, Annie, une toute petite pause. oui. Alors, je crois que tu l'as mentionné, mais que pas tout le monde va avoir un conseiller académique mentionné. Ça, c'est normal. Alors, ça dépend selon la faculté, puis vous l'apprendrez à la session avec vos facultés. Alors, c'est super important. Et puis, j'ai une autre question parce que les gens veulent savoir comment se connecter. Pas tout le monde s'est connecté à Minerva. Et puis, j'ai donné les étapes en mentionnant qu'on avait le numéro d'identifiant à 9 chiffres que McGill a attribué. Ça a été envoyé comment, ces 9 chiffres? Où peut-on trouver ces 9 chiffres? Alors, Ce serait une question piège. non, c'est ça, je vous retrouve la réponse. Alors, oui, OK. Donc, le numéro d'identification McGill, oui, normalement, vous avez reçu un courriel des services TI. Et à partir de ce courriel, vous pouvez configurer vos comptes, mais vous devez aussi avoir des informations de connexion. Donc, vous devez avoir reçu ces informations-là. Donc, si vous avez accepté votre offre très récemment, ça peut prendre un petit délai pour recevoir ces informations, mais souvent, très souvent, ça tombe dans les courriels, donc dans les courriels indésirables. Donc, regardez là.
pour les trouver. Ça se peut que ce courriel vous attend là et vous ne l'avez juste pas vu. Sinon, si vous ne retrouvez pas le courriel avec les informations pour vos identifiants, vous pouvez aussi contacter notre service TI et il peut vous aider. OK. Puis, j'ai Jean-Pierre qui nous dit que c'est aussi sur la lettre d'admission. Ah, parfait. C'est bon. Merci. Et puis, on m'a demandé à quelques reprises comment on peut s'inscrire aux sessions. Je vais le mettre dans le chat. Alors, c'est un formulaire à remplir qui va vous guider vers le bon endroit. Le formulaire, c'est la troisième fois que je le poste, mais c'est pas évident que c'est ça, là, mais c'est marqué forms.office.com. C'est ce qu'il faut compléter pour être inscrit aux sessions. Merci, Annie. Oui, merci. Peut-être qu'on peut voir s'il y a quelque chose qui monte dans le chat suite à ce qu'on vient de discuter avant d'aller au course catalog. Parfait. Ah oui, où on peut trouver l'enregistrement de ce Je vais mettre webinaire. le lien. Ah, merci. Oui. Oui. Donc, ce sera disponible sûrement au milieu de la semaine prochaine. Ça nous prend juste quelques jours pour le mettre en ligne, mais comme ça, vous avez le site où vous allez pouvoir le trouver. Je viens de mettre le lien vers les webinaires de Get Ready. Alors, il y en a plusieurs qui n'ont pas encore eu lieu. Vous pouvez vous Bon. inscrire. Et Mhm. ceux qui ont eu lieu, environ une semaine après, on les met en ligne. Puis je vois quelques questions par rapport au programme spécifique. Malheureusement, Caroline et moi, on ne peut pas vraiment répondre aux questions. Enfin, on ne veut pas vous donner de mauvaises informations. Il faut vraiment mieux voir tout ça avec votre faculté, votre programme directement. Comme ça, vous avez vraiment les informations à jour. Il y a beaucoup de programmes à McGill, donc on ne veut pas vous donner des informations qui ne s'appliquent pas à vous. Donc là, on va vous montrer, en parlant de votre faculté, votre école, on va vous présenter le catalogue des cours. Donc, c'est un super endroit pour commencer à comprendre justement quel cours il vous faut, à quel cours vous inscrire. C'est la première étape pour la réponse à cette question. Donc, vous pouvez aller sur le catalogue des cours et vous pouvez parcourir tous les programmes disponibles dans toutes les facultés, toutes les écoles. Et dans ces programmes, vous allez trouver tous les cours individuels et vous pouvez trouver des informations sur ces cours. Donc, je vais vous montrer sur mon écran ce site qui est en fait tout nouveau à McGill. Mais à savoir, comme c'est un site qui est tout nouveau, tout beau, ça va être très utile pour vous. Mais pour l'instant, il y a juste malheureusement une information importante qui manque parce que ce n'est pas encore comme mise à jour sur le site. Vous allez voir tous les cours qu'on voit. Ils paraissent qu'ils ne sont pas offerts. Mais ce n'est pas vrai. La disponibilité des cours n'est pas à jour sur le catalogue des cours. Donc, on va vous expliquer comment savoir la disponibilité des cours. Ici, vous allez trouver les cours sous votre programme. Et là, on va vous montrer comment trouver les cours disponibles et qui fit là dans votre horaire. Ça, on va vous montrer aussi. Là, c'est le catalogue des cours. Pour trouver les cours au niveau undergraduate, vous allez aller sur le petit menu ici, Undergraduate and Professional. Donc là, vous avez une version française juste de la première page, mais le reste, c'est encore en anglais. Je pense que la traduction doit être en cours. Donc là, vous avez donc toutes les facultés et écoles à McGill. Donc, on peut commencer juste par Agricultural and Environmental Sciences, qui est le premier sur la liste. Ici, on peut voir un peu les informations sur la faculté. On peut voir les unités qui existent dans la faculté. Donc, on va choisir, et aussi les informations des coordonnées pour les conseils académiques. On va choisir un exemple de programme. Voilà, comme... Attendez. Okay, attendez. Je me fais aussi. OK, parfait. OK, là, je me trouve dans Arts. Et voilà, Programs. On va choisir Anthropologie, allez. Et puis là, vous voyez comme il y a toujours les petits menus en haut. Vous pouvez ouvrir un autre onglet. Et là, vous allez trouver, par exemple, dans Anthropology Honors, vous avez tous les cours dans ce programme-là. Donc, ça va vous aider à avoir une idée de, selon le programme que vous choisissez, quels sont les cours qui rentrent dans ce programme.
Donc voilà, donc ça sert à ça un petit peu, de vraiment voir programme par programme des informations et des cours disponibles. Donc voilà, c'est le lien sur les diapositives, comme ça vous allez la voir après la présentation. Et là, quand vous sachez où trouver les programmes, on va vous parler un petit peu de comment comprendre votre programme. Donc là, on revient aussi sur le nombre de crédits, comme on avait parlé tout à l'heure pour les U0 et les U1, donc les 120 crédits pour U0 ou bien 90 crédits pour les U1. La première étape donc, de l'inscription est de choisir ses cours. Et puis, pour choisir ses cours, c'est bien d'avoir un aperçu de comprendre comment votre programme va être organisé comme première étape. Donc, vous pouvez voir sur cette diapositive que donc si, admettons, si on prend l'exemple d'un U0, un programme de 120 crédits sur 4 ans, ça vous donne 30 crédits par an, ce qui vous donne environ 15 crédits par session pour l'automne et l'hiver, par exemple. Ce qui vous donne environ 5 classes, donc 5 cours par session, vu qu'en général, un cours vaut 3 crédits. Donc, ça vous donne une petite idée. Donc, ça peut varier un petit peu, comme par exemple dans les programmes de génie. Parfois, la charge de cours va être un petit peu plus supérieure à 15 crédits. Ça peut être quelques crédits de plus. Mais ça vous donne voilà, une idée générale. Donc, la charge de cours donc, de 15 crédits en moyenne pour avoir une charge de cours à temps plein. Et vous pouvez aussi avoir un statut d'étudiant à temps plein et avoir 12 crédits par session. Donc, le minimum pour avoir un statut à temps plein, c'est 12 crédits. Mais encore une fois, ça, c'est en général. Donc, toutes les facultés et les programmes vont avoir des directives un petit peu différentes. Donc, il faut savoir ça. Mais McGill, comme institution, il faut avoir au moins 12 crédits pour être à temps plein. Et c'est très important de savoir, donc vous pouvez passer à temps partiel, c'est possible de faire ça en principe, mais ça peut affecter beaucoup de choses. Donc, il faut savoir, ça peut affecter, par exemple, vos prêts étudiants, vos bourses, votre permis d'études ou CAQ si vous êtes international, votre emploi sur le campus, votre accès à des prestations de services. Donc, assurez-vous simplement que vous vous inscrivez à suffisamment de cours pour recevoir suffisamment de crédits pour satisfaire à toutes les exigences que vous devez remplir dans votre cas. Donc, veuillez noter que vous pourriez avoir besoin de l'approbation de la faculté pour être étudiant ou étudiante à temps partiel. Donc, c'est le cas de la faculté d'éducation, par exemple. Voilà. Donc, c'est très important de savoir, c'est bien de parler avec un conseiller académique si jamais vous envisagez un tel changement. Annie, Donc, je veux juste rassurer les gens. On oui, a beaucoup de questions qui ne sont pas vraiment sur le sujet que tu discutes, mais je suis en train de prendre des notes et puis on y reviendra un peu à la fin. OK? Parce qu'il y a beaucoup de questions un peu hors sujet, là. Désolée de t'interrompre, Annie. merci. Non, 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 c'est parfait. Merci. Donc là, on parlait des sessions, donc des 15 crédits en moyenne par session, mais qu'est-ce que c'est une session? Donc, l'année académique à McGill, il y a 3 sessions, mais les 2 seules sessions qui sont obligatoires pour tout le monde, c'est l'automne et l'hiver. Donc, automne, c'est de fin août, en fait, ça commence fin août jusqu'à décembre. Et puis, hiver, c'est de janvier à avril. La session d'été, certains cours sont disponibles. Il y a moins de cours offerts en été. La plupart des programmes n'exigent pas que les étudiants s'inscrivent à la session d'été et tous les cours ne sont pas disponibles. Lorsque l'inscription ouvre pour vous là, au mois de juin, important de savoir que vous allez vous inscrire pour 2 sessions, automne et hiver. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire pour les 2. On vous recommande de le faire parce que c'est là où vous allez avoir le plus de choix. Si vous attendez plus tard pour vous inscrire pour l'hiver, c'est possible, mais vous allez avoir beaucoup, beaucoup moins de cours disponibles. Donc, l'inscription pour le semestre d'été s'ouvre en mars, juste à savoir, pour tous les étudiants. Pour tous les étudiants. Voilà. Et l'horaire devient disponible en janvier. Comme ça, vous pouvez planifier un peu votre été. Le semestre d'été est condensé. La plupart des cours durent 1 mois seulement et se déroulent de mai à juillet pour la plupart. Donc, pour le semestre d'automne qui s'en vient,
qui sera votre premier semestre à McGill. Vous avez donc la date d'ajout et abandon. C'est une date très importante à connaître parce que vous pouvez changer vos cours jusqu'à cette date. Donc, sans pénalité, sans quoi que ce soit, vous pouvez juste aller sur Minerva, faire des changements sur votre horaire jusqu'au 9 septembre. Après le 9 septembre, c'est un peu moins facile, on va dire. Mais jusqu'au 9 septembre, vous avez la flexibilité. Cela vous donne le temps d'essayer différents cours et de finaliser votre emploi du temps, de voir ce qui marche pour vous. Vous n'êtes pas officiellement engagé dans vos cours tant que la date limite pour ajout-abandon n'est pas passée. Vous avez beaucoup de temps si vous devez modifier votre emploi du temps. Et pendant cette période, donc les 2 premières semaines des cours où vous êtes inscrit, mais ce n'est pas encore la date limite, de nombreuses personnes entreront et sortiront des cours. Donc, ils vont tester, puis ils vont peut-être laisser le cours, ce qui fait que les listes d'attente, ça roule un peu. Donc, si vous n'avez pas de place en cours que vous voulez vraiment suivre, ça se peut très bien qu'une place s'ouvre pour vous au cours de ces 2 semaines. Donc, notez aussi que la semaine de relâche, donc il y a une semaine de relâche à la mi-octobre aussi sur le calendrier. Il y a aussi une semaine de relâche en hiver. Vous pouvez voir les dates là. Il y a aussi une pause après les examens finaux au mois de décembre. Après, donc on va vous parler un petit peu des conseillers académiques. Donc, on va vous expliquer un petit peu les types de conseillers. Donc, vous avez donc les conseillers académiques qui sont situés dans le bureau des affaires étudiantes de chaque faculté ou d'école. Et c'est le siège administratif de votre programme. Ces personnes sont des experts en politique et procédure pour la faculté. Ils sont pleinement conscients des exigences du diplôme et ils sont là si vous avez des difficultés scolaires. C'est bien de se réunir avec votre conseiller académique ou un conseiller académique de votre faculté au moins une fois par an pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Il y a aussi un service de conseiller pair. Donc, beaucoup de facultés, il y a aussi des conseillers étudiants. Donc, c'est des étudiants bénévoles formés qui travaillent en tandem avec les conseillers de la faculté. Ils ont des heures d'accueil, donc ils sont très faciles d'accès. Vous pouvez juste aller poser une petite question. Et puis, ils donnent des conseils généraux sur votre programme. Et les conseillers pairs ne sont pas présents dans toutes les facultés, mais dans la faculté des arts notamment, il y a le programme Arts Oasis, puis il y a des conseillers pairs. C'est un bon programme, c'est une très bonne façon d'avoir un peu le point de vue des étudiants aussi en trouvant des conseils académiques. Vous avez aussi les conseillers départementaux ou scolaires. Donc, les conseillers départementaux ou scolaires sont importants lorsque votre domaine d'études devient plus spécialisé. Donc, vous aurez un conseiller départemental différent pour chacune de vos majeurs et mineurs. Donc, pour chaque programme que vous faites, vous allez avoir un conseiller de département. Ils connaissent toutes les exigences pour compléter votre majeur, votre mineur, votre concentration. Certains d'entre eux pourraient être même des professeurs. Et avec eux aussi, c'est bien de se réunir au moins une fois par an, encore une fois, pour vous assurer que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et vous avez aussi les professeurs et les conférenciers qui sont une excellente ressource pour des conseils académiques informels. Ils peuvent recommander des cours en fonction de vos intérêts, recommander des lectures, des sujets de recherche, etc. Et ils peuvent également fournir des conseils sur les études supérieures. Donc ça aussi, c'est des bonnes conversations à avoir. Tout en bas de l'écran, vous avez un lien vers le Advisor Directory. Donc, c'est le répertoire des conseillers. Vous pouvez aller là, chercher votre faculté, chercher votre programme et puis avoir un contact pour le service de conseiller. Maintenant, on va parler un petit peu plus des cours, donc de comment identifier les cours. Quand vous allez trouver les cours dans le catalogue des cours, dans Minerva, vous allez trouver comme 3 parties de leur identification. Vous avez donc l'identifiant, l'abréviation du sujet, qui va être 4 lettres majuscules. C'est le code matière qui fait référence au département qui propose le cours. Vous avez donc 3 chiffres après qui suivent le code, et ça fait référence en fait au cours lui-même et qui donne une idée du niveau. Donc, les étudiants en U0 s'inscrivent principalement à des cours de niveau 100 ou 200, tandis que les étudiants U1 s'inscrivent principalement à des cours de niveau 200 ou 300.
Les cours de niveau 500 et plus sont généralement destinés aux études supérieures. Il y a une exception à tout ça, c'est que les séminaires de première année, donc même si vous êtes en U1, votre faculté peut offrir des séminaires de première année et on les recommande très fortement, que ce soit en U0 ou en U1. C'est vraiment des cours très, très utiles à suivre. Une autre chose à savoir quand vous allez choisir vos cours, c'est qu'il y a certains cours qui se donnent sur plusieurs sessions. Puis il faut le savoir parce que si vous vous engagez, si vous faites un cours, un de ces cours. Certains cours s'étendent sur plus d'un semestre. Donc, par exemple, souvent les cours de langue, c'est comme ça. Ils sont appelés cours pluriannuels. Donc, voici quelques-uns des codes cours, là, des symboles là, à noter pour identifier les cours pluriannuels. Ceux-ci apparaissent directement après les 3 chiffres de l'identifiant du cours. Donc, vous avez D1, D2, c'est 2 mandats consécutifs. Donc, si vous suivez un D1 en automne, il faut faire le D2 en hiver immédiatement après. Vous avez le N1, le N1, N2. Donc, ça, c'est des cours où il faut faire en 2 sessions, mais pas forcément consécutivement. Vous pouvez faire le N1 en automne et puis le N2 peut-être en automne prochain ou en hiver de l'année suivante. Donc, vous avez un peu plus de flexibilité. Et les cours J1, J2, J3, c'est des cours enseignés en 3 sessions consécutives. Donc, il faut le faire vraiment sans pause entre les cours. Donc, assurez-vous toujours de vérifier la description des cours sur Minerva, très important. Vous allez avoir, par exemple, les informations sur est-ce que c'est un cours pluriannuel, est-ce que c'est ouvert à chaque année, est-ce qu'il y a aussi des restrictions sur le cours. Tout ça, très important à noter dans Minerva. Donc, il faut toujours regarder, en plus du catalogue de cours, il faut aussi regarder dans Minerva pour ces détails. Une autre chose qu'on voulait juste rapidement vous expliquer, c'est que vous avez l'option de faire des cours satisfactory, unsatisfactory. Donc, c'est des cours que vous pouvez choisir de faire sur c'est un système de notation alternative que vous pouvez sélectionner pour un cours que vous ne recevrez que S ou U comme résultat. Donc, en fait, ça peut être utilisé pour les cours au choix qui ne comptent pas pour les exigences de votre majeur ou mineur. Et c'est un excellent moyen de vous diversifier et d'explorer de nouvelles disciplines sans avoir peur que ça n'affecte votre moyenne. Donc, les cours SU, il n'y a aucun impact sur votre moyenne. Vous pouvez tester quelque chose, mais ce n'est pas sur les cours qui sont dans votre programme. Ça, c'est très important de savoir. C'est une façon d'essayer des choses sans stress. Voilà. Donc, vous avez plus de détails sur comment faire puis les exigences. Il faut être admissible pour faire un cours SU. Donc, c'est ouvert à certains étudiants de première année U0, mais la plupart des étudiants en deuxième année U1. Donc, vous pouvez aller voir si vous êtes admissible et vous pouvez donc, il faut juste vous assurer que vous n'utilisez pas l'option SU pour plus de 10% du total de vos crédits à McGill. Donc, juste à savoir. Annie, petite pause. Oui. J'ai une question ici. Est-ce qu'on peut prendre un cours sans déclarer si on souhaite que ce soit un cours mineur ou électif? Alors, je pense qu'on vient à la question SU, une petite question SU. Liée à ça aussi, petite incompréhension. Est-ce que tu peux y revenir un peu? Oui, tout à fait. Donc, si c'est pour un programme que vous déclarez majeur, mineur, honors, vous ne pouvez pas faire les cours en SU. Si le cours compte vers votre majeur, mineur, etc., ça ne marche pas. Mais pour un cours électif, oui, un cours au choix, ça marche très bien. Donc, vous pouvez le faire tant que vous êtes admissible. Donc, la plupart des étudiants U1 sont admissibles et certains en U0 aussi. Alors, si on a le droit de faire d'autres cours qui sont peut-être à l'extérieur de notre faculté ou peut-être dans notre faculté, mais qui ne sont pas trop liés à notre domaine d'études, c'est une chance d'explorer sans que ça pénalise notre moyenne si on n'est pas aussi bon parce que ce n'est pas notre matière la meilleure. C'est ça? Oui. Exactement. Okay. Donc, je vous encourage d'aller voir un petit peu sur le site. Pas de stress si c'est pas clair pour vous, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais surtout lors de votre deuxième année et au-delà, ça peut être aussi une bonne option.
Ça sert à quoi? Bonne question. Ben, ça sert à, vous n'avez pas d'impact sur votre moyenne. Donc, si vous voulez tenter une discipline que vous pensez peut-être ça va être très difficile pour vous, mais vous êtes curieux, vous pouvez le faire. Puis ça diminue un petit peu le stress, voilà, lié à apprendre ce cours et le rajouter à votre horaire. Non, les Je cours suis faits nulle en en langue, SU, mais je veux faire de l'espagnol. ouais, c'est ça, exactement. Mais non, je vois encore la question, les cours pour votre majeur, ça ne marche pas. Il faut que ce soit un cours au choix, un cours électif, un cours qui n'est pas requis pour votre programme. Euh, mais oui, par exemple, un cours de musique, admettons, si vous n'êtes pas très confiant en votre niveau, c'est un très bon exemple. Si vous n'êtes pas un étudiant qui fait un majeur en musique, ça peut effectivement être une très bonne façon d'utiliser un cours SU pour le fun, voilà. Ouais, ça n'impacte pas votre moyenne. Et je pense peut-être qu'en lien avec ça, il y a un peu de confusion parce que j'ai des gens qui demandent quand on déclare notre majeur, si on est obligé de déclarer une majeure. Alors, ça va un peu en lien avec cette question parce que Oui, pas tout le monde va avoir déclaré leur majeur. Alors, c'est ça. l'option SU. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais donc, si vous le faites en SU, vous ne pouvez pas compter des crédits vers votre majeur. Voilà, c'est ça la chose. Mais c'est vrai que peut-être vous n'avez pas encore déclaré votre majeur. C'est pour ça aussi que cette option est plutôt, si vous êtes en U1, vous êtes admissible, c'est plus probable que vous soyez admissible que si vous êtes en U0. Parce que je pense c'est vrai que c'est plus facile si vous savez c'est quoi votre discipline. Si vous savez déjà, ben, vous pouvez utiliser SU pour autre chose. C'est un peu la logique. Mais vous n'êtes pas obligé donc, vous n'allez pas déclarer votre majeur en U0. Ce sera à partir de U1, si c'est la question aussi. Oui, ça vaut quand même des crédits. Ça peut valoir un maximum de 10% de vos crédits, les cours en option SU, mais oui, ça vous donne quand même des crédits. Mais à l'inverse, si vous, Mhm. vous êtes très bon en musique et c'est à l'extérieur de majeur, vous pouvez prendre le cours sans le déclarer en SU et ça peut Oui, aider votre moyenne. C'est un choix. exactement. Ça peut être un choix stratégique que vous allez prendre selon voilà, vos forces et votre situation. Et pour mettre l'option SU, il faudrait juste aller dans Minerva et vous allez voir, vous avez le colonne Grade Mode. Donc, standard, c'est comme vous êtes noté normalement, mais vous pouvez choisir l'option SU là-dedans et puis vous pouvez le sauvegarder. Et vous pouvez continuer à changer ça jusqu'au 9 septembre aussi. Alors, après, donc, voici pour la séance, en fait, avec vos facultés. Voici aussi le lien. Donc, Caroline avait mis dans le clavardage plusieurs fois, mais vous avez aussi sur les diapositives. On vous recommande vraiment très fortement d'assister à cette présentation parce que ça va vraiment compléter ce qu'on vous dit aujourd'hui et vraiment pour votre programme spécifiquement. Donc, vous pouvez assister au webinaire pour avoir plus d'informations sur les informations spécifiques de votre faculté. Et aussi, on vous recommande de regarder vraiment le site web de votre faculté. Il y a beaucoup de ressources. Parfois, ils ont des guides de nouveaux étudiants, plein de ressources pour comprendre un petit peu plus à quoi ressemble la première année dans votre faculté. Après, je vais passer à Caroline. Alors, on avait une question qui disait, est-ce que c'est au moment de s'inscrire qu'on crée notre horaire? Alors, nous y sommes. Oui, c'est au moment de s'inscrire qu'on crée notre horaire et puis on va discuter de comment créer notre horaire. Alors, pour l'emploi du temps, comprendre vos cours est essentiel pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Euh, pour votre majeur, Annie, je vais avoir besoin que tu cliques pour moi. Tu as une tâche de plus que j'avais. Alors, pour votre majeur, mineur ou votre spécialisation, il y a des cours obligatoires. Ces cours doivent être suivis pour satisfaire vos exigences euh, pour votre majeur ou pour votre mineur, à moins que l'étudiant ait reçu une exemption, par exemple avec des crédits AP. Les étudiants n'ont pas le choix parmi les cours obligatoires. Il y avait des questions par rapport à ça dans le chat, alors c'est bien. Il y a des cours complémentaires. C'est un ensemble de cours alternatifs qui peuvent être suivis pour répondre aux exigences du majeur ou du mineur. Les étudiants choisissent un nombre spécifique de cours dans l'ensemble. Ça vous permet de suivre des cours qui sont plus intéressants, mais qui sont quand même dans votre domaine. Ensuite, il y a les cours au choix. Ceux-là, c'est ceux qui peuvent être appliqués au SU.
Puis c'est des cours qui ne comptent pas pour satisfaire aux exigences d'un majeur ou d'un mineur. Selon votre programme, des cours au choix peuvent être choisis en dehors de votre programme d'études, mais que certaines facultés ne le permettent pas. Consultez toujours un conseiller pédagogique pour obtenir les directives sur la sélection des cours au choix. Ensuite, il y a des prérequis. Puis il y a des prérequis et des cours requis. Un cours qui doit être suivi avant et réussi avant d'être autorisé à suivre un autre cours, c'est un prérequis. Donc, le cours A est préalable au cours B. Et puis, si A n'est pas réussi, on ne peut pas s'inscrire à B. Il y a des cours requis. C'est des cours qui sont suivis en même temps, en simultané. Alors, le cours A est requis au cours B. Si le cours A doit être suivi en même temps. Ensuite, il y a des types de cours différents. On a passé en revue les différents types de cours. On va regarder les différentes manières dont les cours peuvent être organisés. Il y a les cours magistraux. C'est les types de cours les plus courants, puis ils sont dirigés par des professeurs. Ensuite, il y a les conférences qui ont lieu dans des environnements d'apprentissage un peu plus petits et sont enseignés par des assistants d'enseignement ou assistants d'enseignement ou assistants à l'enseignement qui ont généralement sont diplômés ou sont titulaires d'un doctorat ou des étudiants en post-doctorat. Les conférences sont généralement composées de sections plus petites d'un groupe de cours plus important. L'inscription aux conférences s'ouvre après le début des cours, généralement après la date limite d'ajout et d'abandon. Ensuite, il y a des travaux dirigés. Ça s'apparente à des conférences et complète les cours magistraux et permettent au travail plus approfondi. Les assistants à l'enseignement les dirigent aussi. Les conférences et travaux dirigés peuvent être obligatoires ou facultatifs selon le professeur ou le cours. Puis ensuite, il y a les laboratoires qui sont comme des conférences et sont plus courants dans les cours de sciences et d'ingénierie. Ils se déroulent également dans un environnement d'apprentissage plus petit et permet des applications plus pratiques du matériel de cours. Dans les conférences et les laboratoires, des tests, des quiz et d'autres évaluations peuvent aussi avoir lieu. J'ai eu une question plutôt, Annie, peut-être que tu peux répondre parce que c'est en lien avec ça. Souvent, c'est possible que les laboratoires valent moins de crédits parce qu'ils sont pris connexes avec un cours magistral. Ça devait dépendre, je pense, par programme, par faculté, exactement comment OK. c'est structuré souvent, oui. OK, alors la réponse, c'est pour ces questions-là, il faut vraiment parler aux advisors dans notre faculté. Ensuite, il y a les séminaires, ou des colloques, on appelle ça des colloques. C'est des cours qui sont entièrement basés sur la discussion et se déroulent en groupe beaucoup plus petits. Il s'agit également de cours autonomes, non rattachés à un cours magistral. Ils sont plus courants au niveau universitaire supérieur, donc les étudiants du premier cycle, étudiants des cycles supérieurs. Cependant, il y a une exception. Il y a des séminaires de première année, puis on vous recommande de suivre ces séminaires en première année si vous pouvez. Enfin, il y a des travails sur le terrain ou des stages qui peuvent être inscrits en tant que cours. Celles-ci sont également destinées aux étudiants des années supérieures et certaines conditions doivent être remplies selon votre faculté ou votre école. La plupart des facultés peuvent vous aider à trouver ces opportunités et elles peuvent se dérouler au Canada ou à l'étranger. Et puis, dans certains cas, c'est moyennant des crédits. La taille des classes va de grande à plus petite. Donc, les colloques et les travails de terrain, c'est très petit. Les travails de terrain, c'est individuel. C'est quelque chose à considérer lorsqu'on s'inscrit au cours. Maintenant, on va parler de comment créer votre horaire de cours. Pour concevoir votre emploi du temps, vous avez deux options. L'option A, c'est utiliser le Visual Schedule Builder, le VSA. Et l'option B, c'est une recherche manuelle à l'aide de l'horaire du cours Minerva. Il faut noter que dans tous les cas, on recommande que vous servez des trois plateformes pour créer votre horaire, soit le catalogue de cours pour trouver les cours de votre programme, le Visual Schedule Builder pour visualiser l'horaire et vous assurer qu'il n'y a pas de conflit d'horaire, et Minerva, vous allez réellement vous inscrire. Vous allez également voir toutes les restrictions, prérequis ou co-requis sur le cours. On va vous montrer tout ça. On va commencer par l'option A, le Visual Schedule Builder. On vous recommande vraiment cet outil car comme
son nom l'indique, elle vous permet de visualiser l'intégralité de votre emploi du temps au fur et à mesure que vous le construisez et de visualiser toutes les combinaisons de l'emploi du temps possible. On va vous présenter une petite vidéo maintenant pour vous montrer comment fonctionne le Visual Schedule Builder. La première chose à faire dans Visual Schedule Builder est de sélectionner la session, celle de l'été 2023 dans cet exemple. Entrez ensuite le numéro ou le nom du cours, puis sélectionnez les cours que vous souhaitez suivre. Ici, j'ajoute le cours Calculus 3. Appuyez sur Select pour voir où ce cours se situerait dans votre semaine. Vous pouvez ensuite choisir d'autres cours. Ici, j'ai ajouté Calculus 3, Mathematics for Management, Archaeology of Early Cities et Intro to Financial Accounting. Pour afficher d'autres versions possibles de votre horaire avec les mêmes cours, appuyez sur les flèches haut de la page sous Generated Results. Sous chaque cours se trouve une courte description et la liste des cours préalables s'il y a lieu. Des renseignements sur les cours sont fournis au milieu de l'écran. Professeur, local, nombre de places disponibles, nombre de crédits, etc. Enfin, au bas de l'écran, les CRN ou numéros de référence des cours sont affichés. Vous pouvez les copier-coller dans Minerva pour vous inscrire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Bonne session! Et là, on va regarder comment s'inscrire au cours avec Minerva. Alors, une fois qu'on a obtenu les CRN, les Course Registration Number, il est temps d'utiliser Minerva pour vous inscrire. Il faut se connecter à la plateforme et accéder au menu étudiant. Et puis, ensuite, on va au menu inscription. Et puis après, on choisit Quick Add or Drop Course Sessions. Vous sélectionnez votre terme ou semestre. On clique Submit. Puis vous vous inscrivez à vos cours. Alors, selon l'option A, on saisit les CRN qu'on a pris dans le Visual Schedule Builder au bas de la feuille de travail. Vous devez vous assurer que vous placez chaque CRN unique dans sa propre boîte individuelle et ensuite cliquez Submit Changes et vous serez inscrit à vos cours. N'oubliez pas qu'il y a une limite de nombre total de crédits auxquels vous pouvez vous inscrire. Pour la plupart des facultés, il s'agit de 17 crédits maximum. Dans d'autres facultés, il peut s'agir de 18 crédits, par exemple en génie ou en musique. Donc, si vous essayez de saisir trop de CRN à la fois, ça ne fonctionnera pas. Vous devez vous inscrire pour chaque semestre, automne et hiver, séparément. Vous devez d'abord vous inscrire au cours d'automne, ensuite revenir en arrière et changer le terme pour hiver 2026 et répéter le processus pour vos cours d'hiver. Maintenant, comme mentionné précédemment, il existe une deuxième méthode pour s'inscrire sur Minerva. Je viens de vous montrer l'option B qui consiste à utiliser le Visual Schedule Builder pour planifier votre emploi du temps, puis à saisir les CRN dans la feuille de calcul Quick Add sur Minerva. Maintenant, je vais vous guider vers l'option B qui consiste à la recherche manuelle de vos cours pour vous inscrire individuellement à l'aide de l'horaire de cours sur Minerva. Donc, si vous souhaitez ne pas utiliser les CRN pour vous inscrire ou pour une raison quelconque, si la plateforme ne fonctionne pas, vous pouvez toujours vous inscrire à vos cours. Vous pouvez même utiliser le Visual Schedule Builder pour visualiser votre emploi du temps, puis utiliser simplement l'option B pour vous inscrire manuellement.
Alors, on est sur la bonne feuille, là, Minerva's Class Schedule. Tout comme avant, vous devez accéder au menu d'inscription auquel vous pouvez accéder en cliquant sur Menu principal, Menu étudiant, Menu d'inscription. Vous devez ensuite cliquer sur étape 2, rechercher l'horaire de cours et ajouter des sections de cours. Ensuite, il vous amène à cette page où on est, où vous sélectionnez là où les sections auxquelles vous souhaitez vous inscrire. Vous trouvez ici toutes les informations importantes que vous devez savoir sur le cours. Il vous indique l'heure, l'emplacement de chaque session. Il indique également le type de chaque section de cours, par exemple un cours, un labo, etc. Dans cet exemple, vous pouvez voir qu'il y a 2 sections pour le cours, puis de nombreuses sections répertoriées ici pour le laboratoire. Vous devez sélectionner à la fois une section conférence et une section laboratoire pour que l'inscription fonctionne. Il y a même une note ici, je ne sais pas si tu peux mettre ton curseur, Annie, qui indique qu'il doit être pris ensemble. Donc, si vous essayez de vous inscrire uniquement à la conférence ou uniquement au laboratoire, vous obtiendrez un message d'erreur. Dans d'autres cas, comme pour les conférences sur les arts, vous devez attendre après le début des cours, au mois d'août, pour sélectionner votre section de conférence. Si vous ne pouvez pas vous inscrire actuellement parce que le cours est complet, il y aura un C pour fermer plutôt qu'une case à cocher. On peut voir le C dans la colonne de gauche. Maintenant, on va parler des abandons de cours. Vous allez au menu déroulant et sélectionnez Web Drop. Notez que vous ne pouvez plus faire cette action après la date limite du 9 septembre. Voilà. Je vais juste cliquer pour abandonner le cours. Pour visualiser notre emploi du temps, on peut ensuite consulter l'horaire de cours hebdomadaire sur Minerva en cliquant sur Menu principal, Menu étudiant, Menu d'inscription, et puis à l'étape 5, afficher l'horaire personnel hebdomadaire. Cette page vous informera si vous avez des conflits d'horaire dans le coin inférieur gauche. Notez que vous devez utiliser le bouton suivant dans le coin supérieur droit pour changer de semaine. Voici un exemple d'un étudiant naviguant dans Minerva pour effectuer les étapes que nous avons décrites ci-dessous. Tout d'abord, l'étudiant se connecte à Minerva et va dans le menu étudiant. Ensuite, il clique sur Registration Menu, puis sur Step 2, Search Class Schedule and Add Drop Course Section. Ici, vous pouvez voir l'étudiant sélectionner la matière du cours qu'elle recherche. Dans cet exemple, l'économie. Après avoir sélectionné la matière, elle clique sur Course Search pour voir toutes les classes disponibles dans cette matière. Ensuite, elle clique sur View Sections, coche la case de sélection, puis clique sur Register. L'étudiant est maintenant inscrit au cours. Maintenant, pour la deuxième méthode rapide d'ajout-suppression, l'étudiant prend le CRN, numéro de référence du cours, qui est dans cet exemple 167. Elle retourne dans le menu d'inscription et clique sur Quick Add Drop Courses. Ensuite, elle tape CRN dans la case en bas et clique sur Submit Changes. Voilà. Je veux maintenant parler des listes d'attente. Si un cours est complet, vous pouvez quand même être rajouté à la liste d'attente. Tous les cours n'ont pas une liste d'attente, alors assurez-vous de vérifier. Vous pourrez voir si une classe a ou non une liste d'attente sur la page de la section de cours. Dans l'exemple de cette diapositive, nous avons souligné que vous pouvez voir la capacité, WL, le nombre de places WL disponibles, waitlist, le nombre de personnes actuellement sur la liste d'attente et le nombre de places WL restantes. Si tous ces chiffres sont nuls, ça signifie qu'il n'y a pas de liste d'attente pour ce cours. S'il y a des chiffres dans cette case, ça indique qu'il y a une liste d'attente.
Le nombre de places sur la liste d'attente varie selon la classe. Dans cet exemple, il y a 20 places sur la liste d'attente. Une fois que vous avez identifié qu'un cours a une liste d'attente, vous devez utiliser la page d'ajout rapide afin d'être ajouté à la liste d'attente. N'oubliez pas que si une classe est complète, il y aura un C au lieu d'une case à cocher. Vous ne pourrez donc pas vous inscrire en utilisant la méthode recherche de cours. Vous devez donc noter le CRN. Veuillez noter que les listes d'attente ont des places limitées. Donc, si la liste d'attente est pleine, vous ne pourrez pas vous rajouter à la liste d'attente. Je vais aller à la prochaine page. Une fois que vous avez pris note du CRN, vous devez vous rendre dans le menu d'inscription auquel vous pouvez accéder en cliquant sur Menu principal, Menu étudiant, Menu d'inscription. Ensuite, cliquez sur Ajout ou suppression rapide de section de cours. Ensuite, cliquez sur CRN en bas de la feuille de travail et cliquez sur Soumettre les modifications et vous serez rajouté à la liste d'attente. Ensuite, pour voir la position sur la liste d'attente, allez à l'étape 4 du menu d'inscription. Au fur et à mesure que les étudiants abandonnent les cours, vous continuerez à progresser sur la liste d'attente. Lorsque vous serez en première position, vous recevrez un courriel sur votre adresse McGill vous informant qu'il est temps de vous inscrire. Vous disposez de 24 heures pour vous inscrire, sinon vous serez retiré de la liste d'attente. Notez, vous pouvez vous inscrire sur un maximum de 3 listes d'attente, en plus de votre limite régulière de cours. Étudiants de toutes les facultés, pour les étudiants pour toutes les facultés sauf droit, dans laquelle la limite est d'un seul cours en attente. On a maintenant terminé d'expliquer les étapes pour vous inscrire sur Minerva. Cependant, il y a encore d'autres fonctionnalités de Minerva que nous souhaitons mettre en évidence maintenant, car elles seront utiles pour le processus d'inscription en cours et nous espérons que cela répondra à certaines questions fréquemment posées. Par exemple, je ne peux pas m'inscrire au cours. Pourquoi? Le cours peut être complet ou pas avoir de liste d'attente. Il vous manque peut-être un cours requis ou vous devez peut-être vous inscrire à 2 cours simultanément pour que cela fonctionne. Les tests de classement pour les cours de français ou d'anglais peuvent également manquer de prérequis. Vous n'êtes peut-être pas autorisé à vous inscrire à un cours s'il est restreint au programme, année ou programme primaire. Un message d'erreur courant est réservé, fermé. Dans ce cas-ci, vous devez suivre un cours pour répondre aux exigences de votre programme, contactez un conseiller. J'ai mal lu cette phrase, mais contactez un conseiller. N'oubliez pas, Minerva ne nous empêche pas de vous inscrire à des cours qui ont un conflit d'horaire. Ni ne s'assurera que vous répondez aux exigences du programme. Alors, c'est important que vous sachiez si vous avez un conflit d'horaire ou si vous répondez aux exigences de votre propre programme. Il peut aussi avoir des holds ou des blocages dans Minerva. Des blocages pourraient vous empêcher, peut-être à la prochaine feuille, les blocages peuvent vous empêcher de vous inscrire au cours. Pour trouver un code de blocage sur votre relevé de notes, allez dans Menu principal, Student Menu, Registration Menu, Review, Holds and Warnings. Annie, je pense que c'est à la prochaine page. Oui, merci. Par contre, il faut noter que les warnings ou avertissements ne sont pas des blocages et ne vous empêchera pas de vous inscrire sur Minerva, sauf ces avertissements deviendront normalement des blocages si le problème n'est pas résolu. Annie, c'est maintenant ton tour. On va parler des tests de classement. Je pense qu'il y a eu des questions dans le clavardage par rapport à ça. J'ai plein de questions dans le clavardage. J'essaie de répondre un petit peu. Alors, OK, parfait. Oui, vraiment très bonne question. Je peux juste peut-être répondre un petit peu. Il y avait plusieurs personnes qui étaient inquiètes si jamais on est sur une liste d'attente et puis c'est seulement après 2 semaines de cours qu'on arrive à avoir une place. Comment on fait pour rattraper ce qu'on a raté?
Vous pouvez parler avec le professeur, mais c'est vrai que si c'est une très, très grande classe, peut-être, vous pouvez aussi juste voir, une fois que vous avez comme le accès aux lectures pour le cours, vous pouvez voir ce que vous avez raté. Vous pouvez aussi parler avec d'autres étudiants dans la classe. Puis souvent, quand c'est une grande classe, vous allez avoir aussi des sections qui vont commencer. Vous pouvez parler avec le TA aussi. Donc, vous pouvez juste parler avec les gens autour de toi. C'est une situation assez courante, donc il n'y a pas trop à stresser. Puis, il y avait plusieurs questions aussi sur est-ce qu'il faut absolument finir son diplôme en 3 ans? Non. C'est très courant que ça prenne 3 ans et demi, 4 ans. C'est très, très normal. Donc, non, il n'y a pas de règle sur les 3 ans. Ceci dit, votre faculté, votre programme peut avoir des exigences sur le temps spécifique, mais de façon générale, on voit que c'est assez courant. Mais il faut quand même voir ça avec votre programme. Des questions sur comment faire honors. Alors que majeur, on peut simplement déclarer dans Minerva. On peut juste choisir dans Minerva et puis c'est fait. Honors, c'est sur application et le processus est différent selon la faculté. Donc, il faudrait voir avec le programme que vous voulez faire. Il faut voir le processus spécifique. Alors, il y avait aussi comme des inquiétudes sur si on a des cours qui sont en conflit en termes d'horaire. Oui, ça peut arriver, mais ça veut juste dire qu'il faut que vous trouviez un autre horaire pour cette session-là. Donc, peut-être il y a un cours que vous savez vous devez prendre, mais c'est en conflit avec un autre cours. Ben, vous allez prendre un de ces cours peut-être en automne, puis l'autre en hiver. Mais c'est ça. Il faut vraiment pas vous inscrire à des cours qui sont en même temps parce que les examens finaux peuvent être aussi en même temps, ce qui est très problématique. Donc, il ne faut pas faire ça. Alors, je vais vous parler un petit peu des tests de classement. Souvent, on a cette question, est-ce que les tests de classement sont nécessaires? Alors, si vous faites des cours de langue seconde en français ou en anglais, qui n'est pas du tout obligatoire. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire des cours de langue français ou cours de langue en français ou en anglais. Mais si vous décidez de le faire, dans ce cas-là, oui, il y a un test de classement qui est requis pour accéder au cours. Donc, en français langue seconde, par exemple, vous avez ici le lien, vous allez faire un test de classement écrit, suivi par un oral, et puis ça va vous comme débloquer l'inscription à des cours de français langue seconde de votre niveau. En anglais langue seconde aussi, il y a vraiment des cours très intéressants en anglais langue seconde. Alors, il faut savoir qu'à McGill, pour être admis à McGill, vous avez tous un niveau d'anglais que vous avez dû prouver. Non, c'est vraiment des cours d'anglais qui sont de niveau universitaire, donc pour vous aider avec votre expression écrite, académique, des choses comme ça. Donc, vraiment des choses intéressantes à savoir. Donc, vous pouvez aussi vous appliquer pour un test de classement avec le McGill Writing Center. Le lien est ici et donc, ça va vous comme débloquer accès à ces cours-là. Mais pour tout autre cours de langue, si vous voulez faire des cours d'espagnol, de japonais, de russe, d'arabe, vous n'avez pas de test de classement au préalable. Vous allez faire simplement, vous allez vous inscrire en fait tout simplement pour le cours que vous pensez est à votre niveau. Donc, si vous savez que vous êtes débutant, ben, vous allez vous inscrire pour le cours débutant. Si vous avez un petit niveau peut-être intermédiaire, vous pouvez essayer de choisir l'intermédiaire. Mais le premier cours, le professeur va valider le niveau. Il va y avoir un examen le premier jour de cours pour confirmer que vous êtes à la bonne place. Donc, pas de stress là-dessus. Il n'y a pas de test de classement pour accéder au cours. C'est le professeur qui va valider que vous êtes à la bonne place le premier jour. Donc, anglais, français, oui, test de classement. Toute autre langue, non. Le dernier type de test de classement, c'est pour les sciences. Donc, souvent, les étudiants, peut-être ils vont faire des cours de sciences assez avancés au lycée avant de venir à McGill, mais pour lesquels ils n'ont pas pu avoir des crédits accordés en équivalence. C'est possible que ça arrive. Dans ce cas-là, vous avez donc le test de classement en sciences. Donc, vous pouvez faire ce test de classement. C'est aussi complètement facultatif. Vous n'avez pas besoin de le faire, mais ça peut vous comme tout comme un test de classement de langue, ça peut vous donner accès à des cours de sciences de niveau plus avancé. Donc, vous n'avez pas de crédit, donc ça ne vous donne pas de crédit accordé en équivalence pour votre niveau, mais ça peut
par exemple, vous exempter de certains cours. Donc, quelques astuces pour l'inscription. C'est très important de planifier plusieurs scénarios de choix de cours. Donc, on vous recommande vraiment de regarder dans les 3 plateformes que l'on vous a montrées dans le catalogue des cours pour comprendre les cours qui s'appliquent à vous pour votre programme choisi, le Visual Scheduler Builder pour voir comment ça fonctionne ensemble et Minerva pour comprendre tout ce qui est blocage, tout ce qui est restriction. Comme ça, vous avez toutes les informations et de planifier plusieurs scénarios parce qu'il se peut que vous avez un horaire parfait que vous avez créé, mais qu'un de ces cours-là n'est pas disponible, puis ça dérange votre horaire, ça dérange d'autres choix de cours. Donc, d'avoir plusieurs scénarios que vous avez déjà préparés. Il est possible que certains cours ne soient pas offerts à chaque année, donc juste à savoir. Donc, s'il y a un cours que vous voulez vraiment suivre, mais qui n'est pas toujours offert, puis là, vous voyez que c'est offert, ça peut aussi jouer sur votre choix. Si un cours est complet, comme on disait, il peut y avoir une liste d'attente, puis c'est très, très courant que des places se libèrent. Donc, juste à savoir que ça ne veut pas dire que votre chance que vous n'avez pas de chance, vous avez encore une chance, il faut juste être vigilant. La période d'ajout abondant de cours est le moment où on peut voir si une place dans un cours devient disponible. Donc, il y a beaucoup de mouvements dans les 2 premières semaines de cours et puis ça finit le mardi 9 septembre. Et le changement est possible. Vous pouvez changer facilement juste en allant dans Minerva, en cliquant sur quelques options. Vous pouvez changer votre cours jusqu'au 9 septembre sans difficulté. Et puis même après, vous avez les possibilités de changement, mais qui deviennent un peu plus compliquées. Mais bon, le changement est possible et puis vous avez des conseillers académiques qui peuvent vous guider en cas de besoin. Et c'est très important de voir si vous avez un avis, un blocage à votre dossier Minerva. Donc, comme on vous disait, avant votre date d'inscription, connectez-vous à Minerva, regardez c'est quoi votre statut étudiant, si vous avez un conseiller attribué et si vous avez des blocages. Tout ça, c'est très bon à savoir à l'avance pour que tout se passe facilement, voilà, en douceur, sans stress, le jour de votre inscription. Donc, quelques ressources très utiles lors de votre inscription. Déjà, Minerva, il le faut. Donc, c'est là où vous pouvez vous connecter sur Minerva. Donc, vous avez aussi le Minerva Helpline, donc la ligne d'assistance Minerva chez Point de service. Donc, vous avez le numéro de téléphone. Il peut vous aider si vous avez des blocages que vous ne comprenez pas. C'est vraiment à eux qu'il faut vous référer. Vous avez accès aux conseillers académiques sur le Advisor Directory, donc le répertoire des conseillers. Vous pouvez aller voir selon votre programme qui sont vos contacts. Les cours et programmes, vous pouvez regarder donc sur le site mcgill.ca/students/courses pour avoir plus d'informations, mais surtout aussi dans le catalogue des cours qu'on vous a montré tout à l'heure. Et sur le site web aussi, j'ai été admis. Il y a une très, très belle page sur les étapes d'inscription. Donc, on vous recommande de regarder là aussi comment ils expliquent toutes ces étapes. Et aussi en dernier, le site de crédit de transfert et crédit accordé en équivalence. Comme on disait au début de la présentation, là, vous pouvez vraiment voir combien de crédits selon votre situation vous pouvez vous attendre à avoir. Et au-delà de l'inscription, on a aussi plein de ressources pour vous pour votre première année. Le site J'ai été admis, bien sûr, il faut vraiment être sûr que vous avez complété toutes les étapes qui sont nommées là. Le site Partez du bon pied, voilà. Donc, Get Ready, McGill Get Ready. C'est le site qui va vraiment vous guider dans toutes vos préparations pour arriver à McGill cet automne. Et vous pouvez aussi trouver des opportunités d'engagement, de mentorat, d'activités sociales, des ressources et plus à notre site de vie sur le campus et engagement étudiant, donc mcgill.ca/CLI. CLI. Et puis Ask McGill aussi, c'est une excellente ressource quand vous avez des questions. Vous pouvez envoyer un courriel, vous pouvez appeler et c'est une équipe en fait d'étudiants. Donc vous parlez avec un autre étudiant qui a été formé pour répondre à toutes sortes de questions sur la vie à McGill. Donc on vous encourage de les contacter si vous avez des questions.
On vous encourage également d'aller voir dans My Courses l'orientation virtuelle La vie à McGill. Donc, vous avez des modules vidéo assez courtes et qui résument toutes sortes de sujets différents qui sont importants pour vous en tant qu'étudiant qui arrive bientôt à McGill, de l'inscription au cours à questions d'argent, logement et repas, santé et bien-être et plus encore. Donc là, vous pouvez aller regarder tous ces modules puis vraiment vous sentir bien préparé pour votre arrivée. Et voilà, ça conclut notre présentation. Donc, on va quand même prendre quelques questions, mais je vais arrêter l'enregistrement pour prendre plus de vos questions.